Bonjour à tous et à toutes. Moi, je vais vous présenter aujourd'hui un article qui est paru dans le journal de cardiologie aux États-Unis en novembre 2021. Je ne sais pas si ça marche. Voilà. Donc d'abord un peu le contexte de l'article et donc notamment en fait surtout aux États-Unis. Effectivement, les AVC c'est la 5e cause de décès et au sein de ces AVC, 11,5% sont liés à une lésion carotidienne. Aux États-Unis, la prise en charge endovasculaire, c'est de première intention dès lors qu'il y a une occlusion contralatérale carotidienne. Et de ce fait, il y a un remboursement lorsqu'il y a endovasculaire associé effectivement à une lésion contralatérale carotidienne. Autre point que je voulais quand même rappeler pour comprendre la suite de l'étude, c'est que depuis quelques temps, donc on a eu l'étude Saphir qui est sortie et qui a mis en évidence des critères dits de haut risque de chirurgie. Je ne sais pas si on voit très bien, mais en tout cas, dans lequel on retrouve effectivement l'occlusion carotidienne contralatérale, avec notamment aussi d'autres points. Et donc, in fine, on a, ça c'est un peu décalé, on a notre étude qui va comparer finalement l'exposition, donc occlusion carotidienne contralatérale, dans 2 bras, endovasculaire et chirurgie conventionnelle. Donc effectivement, c'est une étude rétrospective, observationnelle, avec ces 2 cohortes, angioplastie et chirurgie conventionnelle, multicentrique, qui s'étale sur 12 ans. Et donc, effectivement, l'exposition, c'est l'occlusion contralatérale. Donc finalement, tous les patients, toutes les revascularisations de tout type sont inclus. Et donc, il y a plusieurs critères ensuite d'exclusion, à savoir les AVC dits aigus. Les auteurs ne définissent pas vraiment en fait ce terme, et donc j'ai cru comprendre au fil de l'article que c'était plutôt ceux qui étaient moins de 15 jours. Les dissections carotidiennes sont elles aussi excluses. Également les dysplasies fibromusculaires. Dès lors qu'il y avait des données manquantes sur donc, notre exposition, elles étaient exclues. Et enfin, les patients qui avaient nécessité une anesthésie générale pour une prise en charge endovasculaire avaient été également exclus. Ensuite, donc, le critère de jugement principal est composite. Donc, on retrouve dedans que des critères intra-hospitaliers, les décès, les infarctus non fatals, et les AVC non fatals non plus. Et il y a un critère de jugement secondaire composite également, où là, donc, c'est plutôt les AIT, et il distingue aussi 2 sous-groupes, on va dire, d'infarctus, ceux qui sont décédés a priori d'une origine cardiaque liée à un infarctus du myocarde, et ceux dont, pas forcément décédés, mais dont on a plus de critères pour dire qu'il y avait un infarctus, c'est-à-dire un marqueur biologique associé ensuite soit à la clinique, à l'électrocardiogramme, à l'échocard ou à une choro. Et donc ensuite, il y a eu 3 analyses un peu différentes. Donc la première analyse multivariée juste pour distinguer donc les facteurs de risque qui pouvaient être intéressants à étudier. Donc, ce qu'ils ont fait ensuite en analyse stratifiée en fonction de ces facteurs de risque. Et ils ont fait également une autre analyse stratifiée sur l'aspect symptomatique ou non donc de la lésion. Et donc, à savoir donc, des AVC qui étaient au-delà de 15 jours, vu qu'on a exclu les écus. Donc maintenant, notre échantillon, elle est basée sur un registre national cardiovasculaire qui prend en compte donc plus de 200 centres in fine. Il y a eu des modifications au cours de l'étude. On retrouve qu'il y a donc 1588 praticiens de spécialités différentes. Et au sein de ces praticiens, 72% d'entre eux ont effectué un geste endovasculaire, 28% ont effectué un geste chirurgical. Donc si on regarde au sein de notre tableau, on a effectivement d'abord les cardiologues, pour 33% d'entre eux, qui ont essentiellement effectué une voie endovasculaire. On a également les radiologues, 10% environ, qui ont eux aussi essentiellement effectué une voie endovasculaire. Et enfin, les chirurgiens vasculaires qui ont, eux, par contre, donc pour 27,7% d'entre eux, choisi soit de manière un peu plus homogène, une voie endovasculaire ou chirurgicale. Les autres, pardon, je reviens là-dessus, les autres praticiens, on ne sait pas exactement de qui il s'agit, c'est pas précisé dans l'article. Et dernier point sur lequel je voulais parler, c'est donc dans ces centres qui avaient l'habitude de faire l'endovasculaire, en général,
ils pratiquaient 13 interventions par an, ce qui est assez peu. Et dans les centres qui ont l'habitude de la chirurgie, ils pratiquaient en moyenne 36 interventions par an, avec quand même un intervalle intercortile assez important, parce qu'il y en a certains, c'était pour 71. Voilà, interventions par an. Donc maintenant, notre base de données. In fine, après exclusion, on a plus de 58 000 patients qui sont assez bien répartis entre les deux cohortes, voilà, chirurgicales ou endovasculaires. Au final, l'exposition n'est pas si importante face à notre critère. Donc, il y a 8% au total de tous les patients qui sont exposés, avec nettement plus au sein de la cohorte endovasculaire par rapport à la cohorte chirurgicale. Et si on regarde après plus précisément donc, nos patients, c'est plutôt des patients globalement jeunes, donc 69,5 en globalité sur toute l'étude, et qui c'est à peu près similaire dans les deux cohortes. Ensuite, pour 45,4% parmi les exposés, ils étaient symptomatiques. Et enfin, donc, les comorbidités, au final, c'est assez hétérogène. Effectivement, déjà, donc, sur le plan de... Ils ont... Au niveau de... Je veux dire, ils ont déjà eu une prise en charge chirurgicale, que ce soit donc, pour une carotide ou pour une autre chirurgie cervicale. Donc, il y a nettement plus de patients endovasculaires qui étaient exposés à ce facteur par rapport aux patients chirurgicaux. Ce n'est pas forcément des différences qui étaient significatives, mais c'est une tendance. Ensuite, également sur, on va dire, la comorbidité plutôt cardiaque, ils sont plutôt plus fragiles au sein du groupe endovasculaire par rapport au groupe chirurgical. Ça, c'est un dernier point cardiaque. Ensuite, ils avaient aussi, pour le groupe endovasculaire, plus de risques, on va dire, neurologiques, où ils avaient déjà fait un épisode d'AIT, où ils avaient donc fait un épisode d'AVC assez récent. Ils avaient aussi, donc, c'était des artériopathes, donc une pathologie polyvasculaire. Et ils avaient aussi donc, des coups radiques dans la majorité des cas. Donc, tout ça, c'est pour dire que le groupe endovasculaire est exposé à plus de comorbidités au final que le groupe chirurgical, mis à part le thrombus intracarotidien qui était plus présent au sein du groupe chirurgical. Donc, première analyse multivariée. Au final, les seules différences significatives, c'est au sein du groupe chirurgical, avec pour notre critère principal, donc un risque plus élevé lorsqu'il y avait une occlusion associée, et également pour nos critères secondaires. Pour l'analyse stratifiée, même tendance, donc toujours pas de différence significative au niveau du groupe endovasculaire, et la même chose au niveau du groupe chirurgical, plutôt donc significatif. Et la seconde analyse stratifiée, donc selon les symptômes, au final, il y a plutôt la même tendance aussi au niveau de la chirurgie. Et au niveau de l'endovasculaire, il n'y avait rien de significatif. On n'a pas les chiffres concernant la chirurgie. Voilà. Je sais pas si ça marche. Merci. Merci. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est surtout aussi ce résultat-là. Donc, l'analyse stratifiée en fonction des facteurs de risque. Donc, on trouve que donc face à l'exposition occlusion carotidienne contralatérale, au sein de la cohorte chirurgicale, il y a effectivement un risque qui est surélevé significativement, de l'ordre de 71% selon les auteurs, au sein de notre critère de jugement principal, qui n'est pas significatif, à contrario, au niveau endovasculaire toujours. Les autres critères, effectivement, on retrouve au final des patients qui sont fragiles et qui ont plusieurs critères qui sont aussi associés en fait à un risque majoré de décès, d'AVC ou d'infarctus. Merci. Ah non, trop vite. Merci. Enfin, les deux dernières diapos et les deux derniers résultats, c'est que tout au long de cette étude de 12 ans, la prévalence de l'occlusion carotidienne en général, donc c'est la courbe noire, c'est dans notre population globale, a diminué de 10 à 6%.
Cette tendance est similaire entre les deux groupes, la chirurgicale en rouge et la endovasculaire en bleu. Donc une diminution de 41,7% en prévalence. Et par contre, dans l'analyse stratifiée selon les symptômes, au sein du groupe, je ne l'ai pas noté, mais endovasculaire, il y avait une prévalence d'occlusion contralatérale qui était en augmentation de manière significative. Merci. Dernier résultat, cette diapositive, c'est surtout pour montrer au final qu'au sein des centres qui ont l'habitude de faire le stent ou l'habitude de faire la chirurgie, ils vont avoir tendance à faire que ce qu'ils savent faire. C'est-à-dire l'endovasculaire dans ceux qui font l'endovasculaire et la chirurgie dans ceux qui font la chirurgie. Merci. Donc dans la discussion, les auteurs ils ont mis en évidence plusieurs choses. D'abord, au niveau de la validité interne, donc, il y a différents biais de sélection sur l'hétérogénéité des cohortes, effectivement avec des comorbidités plus importantes au sein de ceux qui ont bénéficié de l'endovasculaire. En même temps, c'est assez logique que les patients aux comorbidités plus importantes aient accès à l'endovasculaire par rapport à la chirurgie. Et ils notent aussi quand même cet effet centre avec des différences de pratique qui peut évidemment biaiser la sélection. Il parle aussi donc d'un biais d'information sur le fait que c'est un registre et donc sur le volontariat, et donc il peut y avoir des biais à ce niveau-là. Sur la validité externe, le point positif c'est qu'il est multicentrique. Le point négatif c'est que finalement la représentativité des patients n'est pas si bonne que ça, puisque l'âge, ces patients plutôt jeunes, on n'a principalement que des hommes, et c'est une population surtout caucasienne. Et enfin, s'il s'agit, ils le disent, qu'il s'agit d'un registre cardiovasculaire et non chirurgical, et qu'il y en a plusieurs aux États-Unis, donc il peut y avoir un biais à ce niveau-là. Moi, j'ai rajouté quelques questions, notamment sur le fait qu'ils avaient exclu les AVC symptomatiques aigus. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un biais à ce niveau-là? Qu'ils ont exclu donc les manques de données initialement déjà sur le fait qu'ils étaient exposés ou non. Donc, forcément, il y a un biais. On connaît, les pratiques sont différentes, avec des recommandations différentes aux États-Unis par rapport en Europe. Et enfin, on n'a pas finalement d'informations sur la technique opératoire et sur le fait qu'il y a eu un shunt ou pas, ou un filtre ou pas. Donc, la conclusion de cet article, c'est que au niveau endovasculaire, il n'y avait pas de différence, mais au niveau chirurgical, il y a une différence significative, avec un risque significatif supplémentaire de 71% au niveau de notre critère principal, avec plusieurs biais qui peut effectivement faire qu'on ne peut pas généraliser ces résultats. Et donc après, j'ai juste ouvert pour rappeler en Europe comment le contexte. Donc effectivement, il y a 1,4 million d'AVC par an, ce qui entraîne 1,1 million de décès. Et ça a un certain coût pour notre système de santé. Et donc, les dernières recommandations, merci. Au niveau asymptomatique, il y a une tendance, c'est pas des recommandations encore fiables à 100%, hein, mais effectivement, chez ces patients qui sont dits à haut risque de chirurgie et qui ont également une anatomie qui serait pas en faveur d'une chirurgie, chez les patients asymptomatiques, on peut penser en tout cas à faire l'endovasculaire, mais pas forcément en première intention, mais c'est à discuter. Et dans les patients symptomatiques, donc pour ce qui est des patients qui ont un AVC récent de moins de 15 jours, ça reste la chirurgie actuellement, en première intention. Et pour les patients par contre qui ont eu un épisode d'AVC dans les 6 mois, là encore, on peut, chez des patients à haut risque de chirurgie, discuter la voie endovasculaire, mais pas forcément en première intention, c'est encore une discussion. Voilà. Ok, merci. Vincent, des questions, remarques? Benoît? Merci pour la question. Je trouve qu'il y a deux, trois choses qui m'ont surpris. C'est le nombre de centres à petit volume, en fait. À la fois pour l'endovasculaire et la chirurgie. C'est l'hétérogénéité des pratiques. Et puis, je ne sais pas si tu as eu des renseignements sur les techniques d'anesthésie et de surveillance. Non, c'est pas du tout détaillé. C'est assez dans une de tes dernières diapos avec les courbes de régression de. Voilà. Ça, si. On voit que
bon, globalement, la mortalité de la chirurgie carotidienne baisse au fil des années, que ce soit les techniques. Alors, c'est sûr qu'il y a eu d'énormes progrès en endovasculaire sur les 12 dernières années, sur les filtres, les dispositifs, etc. Il n'y a pas eu tellement de progrès techniques en chirurgie sur les 12 dernières années. En revanche, il y a eu des progrès majeurs dans les techniques de surveillance et d'anesthésie. Donc, il faudrait qu'on puisse avoir les données sur le type d'anesthésie proposée et la surveillance proposée, des CU des locaux-régionales, des MIRS, des BIS, des tout ce qu'on veut. On sait juste qu'ils ont écarté les anesthésies générales Oui. chez les endovasculaires, mais on ne sait pas pourquoi et c'est pas précisé. Il n'y a pas eu d'anesthésie générale, non? Pour l'endovasculaire, Pour du coup, l'endovasculaire. on ne précise pas plus, mais j'imagine, enfin, ils excluent que ceux endovasculaires âgés. Parce que quand même, l'anesthésie générale, dans la chirurgie, ça représente un facteur de risque supplémentaire et qui est, bon, pour lesquels on n'a pas de données là, c'est dommage. Oui. Sur tout ce qui est shunt, ils en parlent ou pas? Mais c'est ce que je disais, c'est Pas qu'on détaillé, n'a hein. pas de détails sur à la D'accord. fois filtre ou shunt, ou enfin, on ne sait pas. Est-ce que tu penses que les conclusions de cette étude américaine sont applicables à nos pratiques en France? Bah, vu qu'il y a beaucoup de biais et qu'on ne sait pas vraiment ce qui s'est fait, je ne pense pas. Et que Et puis 71%, c'est beaucoup, hein, sur les 71% de tirés, c'est énorme. Donc, ça paraît. 71% de risque significatif supplémentaire. Ouais, une survie de. oui. Et ça reste quand même une étude où c'est principalement des cardiologues. Il y a une vision qui n'est pas pareille. C'est-à-dire qu'il y a un biais de spécialité. Bah, non, mais de praticiens, enfin d'habitude. Ouais. Il y a quand même des cardiologues qui ont fait des endartrectomies. Il y a 10 Oui. endartrectomies faites par des cardiologues, c'est surprenant. C'est clarifié de la mortalité. C'est là les 71% de Non, mais c'est vrai que. Et les radiologues aussi. D'autres questions? Je l'ai expliqué. Eva? Non? On Non, n'a mais pas de effectivement, il y avait aussi surveillance de troponine et évaluation des cardiovasculaires, en fait, le risque cardiaque. C'était, je pense, il y a 4 ans qu'ils ont dit ça vaut la peine de surveiller la troponine en post-opératoire, systématiquement, surtout après carotide, parce qu'on passe à côté d'infarctus. Donc, je rejoins Benoît que probablement dans la baisse de tout ce qui se passe sur 3 techniques, c'est plus ou moins symétrique. Donc, c'est probablement effectivement la prise en charge opératoire qui s'améliore. Et il n'y a pas de suivi dans cette étude. Enfin, c'est juste sur le intra-hospitalier au final. Ouais, c'est les données intra-hospitalières, on n'a pas de suivi à 6 Non. mois ou 1 an. Ouais. Par exemple, à l'IMM, on faisait une surveillance pour les 3 jours post-opératoire de la troponine, et on a eu des élévations de troponine qui après, symptomatiques ou pas symptomatiques, qui nous ont amené à faire des explorations, des interventions cardiologiques. Et donc dépister des lésions peut-être qu'on n'avait pas dépistées au préopératoire en rapport aux examens demandés aux patients avant la chirurgie, hein, parce qu'après il y a aussi l'histoire de comment on étudie les malades qui doivent opérer des carotides par un test d'effort ou pas au niveau cardiaque pour évaluer Souvent, le quand risque c'est fait en aigu, cardiaque. Hein? souvent quand c'est AVC ou tu fais carotide en aigu, il n'y a pas de test d'effort et en préopératoire. Donc c'est pour ça la surveillance de troponine. En préopératoire, c'est un valeur prédictif et simple à faire. Préopératoire pour les dialysés par exemple. Troponine peut être positive. Donc plus elle est positive, plus elle est signe de mauvaise pronostic cardiaque indépendant de tous les autres facteurs. Et en post-opératoire, élévation de troponine, effectivement, c'est un très très bon marqueur de surveillance. Parce que souvent, on le fait sortir quand même assez rapidement. Mais dans ce cas, est-ce qu'il faut le faire à tout le monde? Est-ce qu'il faut sélectionner les Il patients? y avait une tendance, effectivement, qu'on faisait 3 jours aussi, en post-opératoire, 3 jours de troponine en systématique. Et bien même, on a arrêté vous avez la arrêté ça surveillance par les troponines systématiques en post-opératoire, parce que finalement, ça aboutissait jamais à aucune prise en charge spécifique en post-opératoire immédiat. Ça voulait pas dire que, à un moment donné, il fallait pas compléter le bilan cardiaque quand il n'avait pas été complet, mais les malades, en gros, étaient jamais dilatés en post-opératoire parce qu'ils sortaient d'une chirurgie cervicale. Et surtout parce qu'à un moment donné, il y a eu un changement aussi des mesures de la troponine. Ouais.
Et en fait, il n'y avait pas trop La des, troponine très sensible. exactement, il n'y avait pas trop des connaissances sur les taux des troponines significatifs. Pour un patient dont le bilan cardiologique a été fait correctement avant la chirurgie, je suis pas sûr que ce soit indispensable. Voilà. de Donc, faire je une parle des troponine, qui entrent en aigu et qu'ils ont. Oui, pas c'est ça pour les d'action. maladies urgentes, les cardites symptomatiques. Parce qu'ils sont quand en arrière pour 50% des patients carotidiens sont quand même pas en arrière. Mais ça, c'est AVC, après AVC elle-même, elle peut donner des mouvements de troponine. Mais c'est surtout l'évolution des troponines et pas son seuil qui est valable pour ça. Ok, très bien. Merci pour cette présentation. Et à la semaine prochaine.